Je dois à la vérité confesser que certaines affaires de mon illustre ami de Baker Street ont longtemps été retenues de ma plume en raison de leurs implications politiques. Parmi ces récits demeurés dans l'ombre, aucun peut-être n'illustre mieux la rencontre troublante entre les intrigues des chancelleries européennes et la vie quotidienne d'un modeste bureau de poste londonien que l'affaire que j'ai coutume de nommer le prisonnier du bureau de poste. C'était à l'époque où je partageais encore le logis de mon ami au 221 B de Baker Street, alors que le brouillard d'automne s'insinuait dans chaque ruelle de la métropole et que les chevaux avançaient au pas dans un nuage de vapeur humide. Ce matin-là, Holmes se tenait près de la fenêtre, mince silhouette sombre se détachant sur le voile gris de la rue, tandis que sa longue pipe laissait monter une volute de fumée bleutée. Pour ma part, je terminais mon café en parcourant distraitement les colonnes d'un journal lorsque j'entendis un pas précipité dans l'escalier, suivi d'un bref coup frappé à la porte de notre appartement. Monsieur Holmes, un gentleman désire ardemment vous voir. Il semble fort troublé. Faites-le rentrer sans tarder, Madame Hudson. Vous savez que nous sommes toujours prêts à recevoir un visiteur intéressant. Madame Hudson s'effaça aussitôt et laissa passer un homme d'une quarantaine d'années, au visage pâle et légèrement empourpré par l'émotion, vêtu avec une correction un peu provinciale. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il serra son chapeau entre ses doigts, et son regard allait tour à tour de Holmes à moi comme s'il cherchait dans nos visages la promesse d'un secours immédiat. Messieurs, je vous demande pardon de me présenter à vous sans avoir été annoncé plus tôt, mais je ne voyais plus où me tourner. Vous avez parfaitement bien fait de venir, monsieur. Nous sommes précisément ici pour les cas où personne ne sait plus vers qui se tourner. Je vous en prie, asseyez-vous et veuillez nous dire votre nom et la nature de votre embarras. Je me nomme Albert Fanton, monsieur. Je suis sous-chef du bureau de poste de Marlow Street, près de la gare de Paddington. À l'évocation de ces détails, je vis Holmes incliner imperceptiblement la tête, signe certain que son attention se concentrait. J'occupe depuis 12 ans le même poste, monsieur, et je puis dire sans vanité que personne n'a jamais mis en doute ma probité ni mon exactitude. Pourtant, depuis quelques semaines, je suis le témoin d'événements si singuliers que ma conscience ne me permet plus de les taire. Vous parlez d'événements singuliers, monsieur Fanton. Pourriez-vous commencer par le plus ancien fait qui vous a paru sortir de l'ordinaire? Cela concerne un locataire qui l'occupe, ou plutôt qui l'occupait, une petite chambre au-dessus du bureau, un certain Alexei Vassiliev, un ressortissant russe connu comme révolutionnaire. Le mot même de révolutionnaire sembla éveiller des réminiscences dans l'esprit de Holmes, car je remarquai l'éclair rapide qui passa dans ses yeux gris acier. Depuis 3 ans, des lettres et des courriers recommandés lui arrivent presque chaque jour, en provenance de toutes sortes d'adresses étrangères, de clubs politiques, de journaux, de cercles d'exilés. Jusqu'à récemment, cette correspondance n'éveillait en moi qu'une vague curiosité, car le service postal ne connaît ni les opinions ni les doctrines, il ne connaît que les noms et les adresses. Mais voici qu'il y a un mois environ, les journaux ont annoncé que ce même Vassiliev avait quitté Londres pour le continent, dans le but supposé d'organiser son mouvement dans une capitale étrangère. Or, depuis la publication de cette nouvelle, monsieur, un étrange phénomène se produit chaque matin au guichet de mon bureau. Nous allons le considérer ensemble, monsieur Fanton, mais je vous prierai d'être aussi précis que possible, car ce sont souvent les plus petits détails qui décident du caractère d'une affaire. Chaque matin, à la même heure, un homme se présente au guichet et réclame, contre signature, le courrier de monsieur Alexei Vassiliev. Il donne son nom, il montre parfois un fragment de passeport ou un vieux reçu de loyer, et toutes les apparences sont en sa faveur, mais je jurerai devant n'importe quel tribunal que cet homme n'est pas celui que j'ai connu pendant 3 ans. L'émotion de notre visiteur était si vive qu'il dut s'interrompre pour porter son mouchoir à ses lèvres, tandis qu'une sueur légère perlait sur son front. Vous avez donc connu personnellement le premier locataire, celui dont il est dit qu'il a quitté l'Angleterre. Oui, monsieur, il parlait peu, il était poli, ses manières étaient réservées, et je l'ai vu signer des centaines de formulaires recommandés devant moi. J'ai la mémoire des écritures comme d'autres ont la mémoire des visages, et je vous affirme que la signature actuelle est, comment dire, la même et cependant différente. La même et cependant différente. Voilà une formule qui mérite qu'on s'y arrête. Dites-moi, au-delà de l'écriture, avez-vous remarqué quelque chose dans la physionomie ou l'attitude de ce second homme qui vous paraissent inconciliables avec vos souvenirs du premier? Le Vassiliev d'autrefois avait quelque chose de rêveur, une sorte de distraction permanente, comme si son esprit errait loin de la petite salle de notre bureau.
Celui qui vient maintenant est plus raide, sa démarche a une sorte de précision militaire, sa voix est plus grave, son accent moins marqué, et ses yeux évitent les miens dès que je les fixe. Je ne pus m'empêcher d'intervenir, tant le récit éveillait ma curiosité. Vous avez parlé de la chambre au-dessus du bureau, monsieur Fanton, savez-vous qui la possède à présent? C'est là, docteur, que réside le plus affreux de mon trouble. On m'a assuré, et les registres confirment, que le locataire a résilié son bail, et pourtant j'ai entendu à plusieurs reprises des bruits de pain, de chais renversés, même un gémissement étouffé au-dessus de ma tête, alors que la chambre est censée être vide. Un jour, je suis monté, tremblant comme un enfant, et j'ai trouvé la porte fermée à clé, la lumière filtrant sous le seuil, et j'ai perçu le bruit distinct d'un homme qui retenait sa respiration. Je vis Holmes tourner légèrement la tête, comme un chien de chasse qui a soudain relevé une piste. On vous a donc assuré que la chambre était vacante, qui vous l'a affirmé. Le propriétaire de l'immeuble, monsieur, un certain monsieur Reig, qui ne vient d'air que pour percevoir les loyers et qui m'a montré une quittance signée par Vassiliev lui-même, attestant qu'il quittait la chambre. Vous a-t-il montré la clé de la chambre? Il prétend l'avoir déposée chez une vieille dame qui tient la loge, mais lorsque je l'ai interrogée discrètement, elle a répondu d'un air embarrassé qu'elle ne se souvenait pas d'un tel dépôt. Holmes se leva alors de sa chaise avec cette brusquerie contenue que je lui connaissais bien et se mit à arpenter la pièce, les mains derrière le dos. « Que pensez-vous de tout cela, Holmes ?» lui demandai-je enfin. « Croyez-vous être en présence d'une simple usurpation d'identité ou de quelque chose de plus grave ?» Lorsqu'un homme est officiellement déclaré parti et que son double continue à toucher son courrier, Watson, la question n'est pas de savoir s'il y a supercherie, mais de déterminer à qui profite le mensonge. Ajoutez à cela des bruits rapportés dans une chambre prétendument vide, et vous obtenez un parfum très net de séquestration, si ce n'est de meurtre. Je frissonnais malgré moi, car les récits concernant les polices secrètes des grands empires européens revenaient à ma mémoire. Il se peut bien, reprit-il, que l'Angleterre ait fourni malgré elle un abri à une petite scène de cette vaste comédie tragique que l'on nomme la politique internationale. Le lendemain matin, fidèles au rendez-vous, nous prîmes place dans un fiacre en compagnie de monsieur Fanton, tandis que la brume, lourde et jaunâtre, s'accrochait aux réverbères encore allumés. Le trajet jusqu'à Marlow Street se fit en silence, hormis quelques indications de notre guide sur la situation du bureau de poste et sur l'aspect général du quartier. Nous descendîmes devant une façade modeste, percée d'une vitrine et d'une étroite porte vitrée portant l'inscription bureau de poste de Marlow Street. Au-dessus s'élevait un étage unique, avec 2 fenêtres aux rideaux jaunis que Fanton nous désigna comme celle de la chambre de Vassiliev. Voici l'endroit, messieurs, la chambre se trouve au-dessus, le bureau lui-même occupe tout le rez-de-chaussée. Nous allons commencer par ce rez-de-chaussée. Watson, les réponses se pêchent fréquemment à la hauteur des yeux plutôt qu'au sommet des maisons. Nous pénétrâmes dans une petite salle rectangulaire où un comptoir séparait les employés du public, tandis que des casiers et des sacs de toile s'entassaient dans l'arrière-plan. L'air y était saturé de l'odeur de la poussière, de la colle et du papier, et l'on entendait le tic-tac obstiné d'une horloge murale marquant l'heure des levées. Combien d'employés travaillent ici, monsieur Fanton? Nous sommes 3, monsieur, moi-même, un jeune commis et une dame qui vient surtout l'après-midi pour aider au classement. Très bien. Je vous demanderai de vaquer à vos occupations comme à l'ordinaire. Ne faites rien qui puisse éveiller les soupçons de l'homme que nous attendons. Holmes se dirigea aussitôt vers le coin où se trouvaient les formulaires de recommandés et les registres de signature. Je le vis pencher sa haute taille sur le livre, parcourir rapidement les colonnes, puis s'arrêter sur une page qu'il détacha avec un soin méticuleux du reste du registre. Observez ici, Watson, voici la signature de Vassiliev telle qu'elle apparaissait il y a 6 mois, nerveuse, légèrement penchée à droite, la plume qui tue papier avec une certaine hâte. Et voici celle de la semaine dernière, les lettres sont plus lourdes, le mouvement plus lent, comme si la main qui la traçait imitait un modèle plutôt qu'elle ne répondait à une impulsion personnelle. Même mon œil profane percevait une différence subtile entre ces traits, bien que le nom fût identique. Je remarque aussi, continua-t-il, de petites taches brunes près de ces dernières signatures, comme si la main tremblait ou si quelque liquide avait éclaboussé le papier. Il passa le doigt sur l'une de ces marques, le porta à son nez, et son regard se fit soudain plus dur. Vous sentez, Watson, cette légère odeur qui rappelle l'amande amère.
Je reniflai à mon tour et perçus effectivement une exhalaison à peine perceptible mais piquante. Nous avons là, si je ne m'abuse, la trace d'un poison à base de cyanure ou d'une préparation voisine, administrée sans doute avec prudence et parcimonie. Je sentis un frisson glacé me parcourir l'échine à l'évocation de ce mot. Pendant ce temps, M. Fanton surveillait la porte vitrée avec une inquiétude manifeste. Il ne devrait pas tarder, murmura-t-il. Il vient chaque matin entre 9h15 et 9h30. Nous nous plaçâmes de manière à ne pas attirer l'attention, Holmes feignant de s'intéresser à un tableau de tarifs postaux tandis que je parcourais un journal froissé abandonné sur une chaise. L'horloge sonna le quart et, comme si elle eût donné le signal, la porte s'ouvrit pour livrer passage à un homme de taille moyenne, revêtu d'un manteau sombre et d'un chapeau mou enfoncé sur les yeux. Il s'avança jusqu'au guichet, posa calmement son parapluie et leva le visage. Bonjour, monsieur Vassiliev. Vous avez, comme toujours, plusieurs lettres recommandées à signer. Bonjour, oui, donnez-les-moi, je suis pressé ce matin. L'accent de cet homme tressait indéniablement une origine étrangère, mais il me sembla moins marqué que celui de bien des réfugiés russes rencontrés dans les cafés de Londres. Holmes observait avec une attention implacable chaque geste de ce prétendu Vassiliev, la façon dont il tenait la plume, la manière presque trop prudente avec laquelle il formait les lettres de son nom. Lorsqu'il se retourna pour quitter le bureau, un rayon filtrant par la vitrine éclaira son visage, et je dus admettre qu'il ressemblait beaucoup à la photographie que M. Fanton nous avait montrée la veille. Pourtant, quelque chose dans la dureté de sa mâchoire et dans l'expression fuyante de ses yeux me fit douter qu'il s'agit de l'idéaliste exalté décrit par les journaux. Vous avez vu, Wotton, voici un homme qui porte le masque d'un autre, mais qui n'en a pas acquis le regard. Nous restâmes encore un moment dans le bureau pendant que Holmes examinait les marches de l'escalier menant à l'étage, les montants de la rampe et le carreau de la petite fenêtre située au demi-palier. Il y a ici des crasses de boue séchée qui ne correspondent pas aux semelles de nos 3 personnes présentes. De plus, ce léger affaissement de la marche, combiné à la poussière déplacée au bord de la rampe, m'indique que quelqu'un monte et descend ces escaliers bien plus souvent que ne le laissent entendre les registres de location. Nous quittâmes finalement le bureau, après que Holmes eut obtenu de M. Fanton la promesse de garder le silence sur notre visite. Tout le chemin du retour vers Baker Street, mon ami demeura plongé dans ses réflexions, les yeux fixés sur le vide avec cette intensité qui révélait que son esprit travaillait à toute vapeur. Une fois de retour dans notre salon, il se laissa tomber dans son fauteuil favori, alluma une nouvelle pipe et me regarda enfin d'un air décidé. Nous sommes en présence, Wotton, d'une séquestration politique, fort probablement, et d'une usurpation d'identité au moyen d'un parent ou d'un sosie soigneusement choisi. Quelqu'un a intérêt à maintenir l'illusion que Vassiliev suit le cours ordinaire de sa vie, tout en le privant de sa liberté et peut-être de sa volonté. Vous croyez donc qu'il est enfermé dans la chambre au-dessus du bureau, Holmes? Je ne le crois pas, Wotton, je le tiens pour presque certain. Les bruits rapportés par M. Fanton, la clé introuvable, la signature imitée, l'odeur de poison, tout cela forme un ensemble trop cohérent pour être attribué au hasard. Nous avons en outre ce détail capital, la nouvelle dans les journaux annonçant le départ de Vassiliev, qui crée un écran commode pour toutes sortes de manipulations. Mais quel pourrait être le but exact de ces manœuvres, hormis la simple suppression d'un agitateur? Suppression, certes, mais par étapes, car on n'administre pas un poisonnant lorsqu'on veut supprimer un homme rapidement. Je soupçonne que l'on veut obtenir de lui certaines signatures, peut-être des dénonciations, peut-être des reniements, peut-être de simples lettres, mais qui auraient, dans le monde souterrain de la politique, un poids considérable. Une fois ces documents obtenus, il n'aurait alors qu'à augmenter la dose pour que la mort paraisse naturelle ou, tout au plus, légèrement suspecte. Vous saisissez parfaitement la logique, Wotton. La question est à présent de savoir comment troubler cette mécanique sans alerter ceux qui la manipulent, car s'ils prenaient peur, ils pourraient hâter le processus et nous trouverions un cadavre au lieu d'un prisonnier. Que proposez-vous, alors? Nous allons les amener à se trahir eux-mêmes. Il nous faut une lettre qui les effraie. Une lettre qui laisse entendre que l'un de leurs complices est prêt à tout révéler. Et nous verrons alors à quelle vitesse le supposé Vassiliev se précipitera vers la chambre secrète. Mais cette lettre devra être écrite dans la langue de leur cercle, Holmes, ou du moins donner cette impression.
Vous oubliez que j'ai consacré une partie de ma jeunesse à l'étude des langues slaves afin de pouvoir suivre les journaux criminels de certains pays où les dossiers sont publiés avec une franchise brutale. Je rédigerai moi-même le message en termes suffisamment ambigus pour convenir à n'importe quelle faction et nous le ferons parvenir à Vassiliev sous forme de recommandé. Et ensuite, Ensuite, nous serons là pour observer le chemin que parcourra cette lettre, Watson, et nous verrons qui la lit et dans quel escalier il tente de se réfugier. ce soir-là, je vis mon ami tracer, d'une écriture nette et ferme, un texte en alphabet cyrillique sur une feuille vierge, tandis qu'il m'expliquait que le contenu laissait entendre l'existence d'un traître prêt à livrer aux autorités tous les détails du complot. Le lendemain, un porteur discret se chargea d'apporter au bureau de Marlow Street la lettre recommandée à l'adresse d'Alexei Vassiliev, avec les indications nécessaires pour que M. Fanton la traite comme toute autre correspondance. Holmes avait également obtenu de l'inspecteur Lestrade la possibilité d'utiliser une chambre inoccupée dans une maison faisant face à la cour arrière de l'immeuble de la Poste, afin de surveiller les allées et venues sans attirer l'attention. Je vous préviens, Holmes, je ne veux pas que l'on puisse dire que Scotland Yard s'est mêlé d'intrigues de chancellerie. Nous sommes ici pour empêcher un crime, pas pour renverser des gouvernements. Rassurez-vous, Lestrade, je n'ai aucune ambition de ce genre. Un simple prisonnier délivré et quelques scélérats enchaînés me suffiront amplement. Nous montâmes tous trois au deuxième étage de la maison amie, dont les fenêtres donnaient sur l'arrière du bureau de poste, et Holmes installa sa longue vue sur le rebord décrépit. De là, nous pouvions apercevoir la porte latérale de l'immeuble, celle qui, selon M. Fanton, était réservée aux locataires du premier étage. L'heure avançait lentement, ponctuée par le bruit des fiacres sur les pavés et par les cris lointains des marchands ambulants. Enfin, nous vîmes entrer par la porte principale de la rue la silhouette bien connue du prétendu Vassiliev. Il disparut à l'intérieur du bureau, et nous imaginâmes sans peine la scène du guichet où M. Fanton devait lui tendre la lettre fatidique. Quelques minutes plus tard, la porte se rouvrit, et l'homme ressortit, tenant à la main une enveloppe qu'il venait manifestement de décacheter à la hâte. Il la parcourut du regard en marchant, s'arrêta brusquement, serra le papier entre ses doigts, puis, au lieu de prendre la direction habituelle, jeta un regard rapide autour de lui et s'engagea dans une ruelle étroite menant à l'arrière de l'immeuble. Le poisson a mordu à l'hameçon. Watson, regardez bien. De notre poste d'observation, nous vîmes l'homme déboucher dans la cour intérieure et gagner d'un pas pressé la petite porte latérale qui donnait accès à l'escalier des locataires. Il sortit une clé de sa poche, ouvrit, disparut à l'intérieur, et la porte se referma derrière lui. Il vient de nous montrer que la chambre est occupée et qu'il en possède la clé. Nous savons à présent où se trouve notre prisonnier. Ce que je sais, moi, c'est que nous aurons besoin d'un mandat en bonne et due forme pour forcer cette porte, et que je n'ai aucune envie de me voir reprocher une arrestation illégale si tout cela se révélait être une simple querelle entre exilés. Nous avons la tentative d'empoisonnement comme prétexte, et je doute qu'un magistrat s'en offusque lorsqu'il verra l'état du malheureux que nous allons tirer de là. En moins de 2 heures, Lestrade, rompu à ses démarches, avait obtenu les autorisations nécessaires et réuni 2 agents solides pour nous accompagner. Nous retournâmes à Marlow Street dans un fiacre sombre, chacun perdu dans ses pensées, tandis que la pluie commençait à tomber finement sur les trottoirs. À notre arrivée, M. Fanton nous attendait, plus pâle encore que la veille mais résolu. Vous avez vu quelque chose, messieurs? J'ai eu l'impression que l'homme était plus agité que d'habitude lorsqu'il est parti ce matin. Nous avons vu assez pour savoir que votre instinct ne vous trompait pas, Monsieur Fanton. Vous n'avez qu'à dire à vos employés que Scotland Yard effectue une inspection des registres. Cela expliquera la présence de l'inspecteur et de ses hommes. Nous entrâmes dans le bureau de poste avec le plus grand naturel, Lestrade exhibant un papier officiel que personne ne songea à contester. Tandis qu'il occupait le jeune commis avec des questions sur les procédures, Holmes et moi nous glissâmes vers la petite porte menant à l'escalier, suivis de près par l'un des constables. L'escalier était étroit, craquant sous nos pieds, et une odeur de renfermé y régnait, mêlée à une autre senteur plus inquiétante que je peinais d'abord à reconnaître. Arrivé devant la porte de la chambre, Holmes posa doucement la main sur le panneau, ferma les yeux et demeura un instant immobile. Il y a quelqu'un là-dedans. J'entends une respiration difficile comme celle d'un homme affaibli et un froissement de chaîne.
À ces mots, mon cœur se mit à battre plus vite et je sentis ma gorge se serrer. Lestrade, appelez vos hommes, nous forcerons cette porte immédiatement. L'inspecteur nous rejoignit avec un des constables, et celui-ci, sur un signe de Holmes, enfonça d'un coup d'épaule magistral la vieille serrure vermoulue. La porte s'ouvrit sur une vision que je n'oublierai jamais. Dans la lumière blafarde qui entrait par une fenêtre à demi obstruée, on distinguait une pièce étroite, un lit de fer, une table et, assis sur une chaise grossière, attaché par le poignet à un anneau fixé au mur, un homme au visage émacié et aux yeux brûlants de fièvre. Ses cheveux noirs en désordre, sa barbe inculte et ses joues creusées indiquaient de longues semaines de souffrance et de privation. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Avez-vous été envoyé par eux? Nous ne sommes envoyés de personne, monsieur. Nous venons vous délivrer, si toutefois vous êtes bien monsieur Alexei Vassiliev. Oui, je suis Vassiliev, ou ce qu'il en reste, mais je ne crois plus depuis longtemps aux délivrances. Holmes se pencha sur la chaîne qui retenait le poignet du prisonnier et, d'un geste prompt, sortit de sa poche un trousseau de petits instruments dont il fit jouer les dents sur le cadenas. En quelques secondes, la chaîne tomba et le bras maigre retomba sur la table avec un bruit sourd. Je me précipitai pour soutenir le malheureux, dont le corps chancela, tandis que Lestrade, stupéfait, considérait la scène. Par le ciel, Holmes, vous aviez raison. Voilà donc votre fameux prisonnier. Sur la table, à portée de la main de Vassiliev, se trouvaient plusieurs feuilles couvertes d'une écriture tremblée, toutes signées de son nom, et, à côté, une autre pile de papier resté vierge. Non loin de là, une petite fiole de verre, sans étiquette, gisait renversée dans une soucoupe et une odeur plus aiguë d'amande amère se dégageait de ce coin de la chambre. Regardez, Wotton, voici l'instrument d'une torture plus raffinée qu'on ne le croit. Un poison lent, administré goutte à goutte, suffisamment pour affaiblir, pas assez pour tuer sur le champ. Je pris la fiole du bout des doigts, avec le dégoût instinctif que m'inspirent les moyens insidieux de donner la mort, et je la posai dans un mouchoir que je nouai aussitôt. Nous parlerons de chimie plus tard. Pour l'instant, il faut sortir cet homme d'ici et le conduire là où il pourra recevoir des soins. Mais avant cela, j'aimerais entendre quelques mots de son histoire. Vassiliev passa une main sur son front comme pour chasser une brume, puis regarda Holmes avec un mélange de défi et d'espoir. Vous n'êtes pas des policiers, votre accent n'est pas celui des hommes qui m'ont enfermé. Je ne suis que le représentant privé de la raison, monsieur. Et voici le docteur Watson qui veillera à ce que l'instrument que vous êtes pour certains ne soit pas brisé avant de pouvoir parler. Ils m'ont forcé à écrire des lettres qui annulent tout ce que j'ai fait, des reniements, des dénonciations, des appels à la prudence que je n'ai jamais vus. Ils voulaient ma signature au bas de documents qui livreront mes amis à la police de mon pays, et ils m'ont promis la mort si je refusais trop longtemps. Sa voix se brisa, et je lui tendis un verre d'eau trouvé sur une étagère, ou que je me hâtai de goûter moi-même avant de lui remettre, par prudence. Qui sont-ils, monsieur Vassiliev, et quel rôle joue l'homme qui se présente au bureau de poste sous votre nom? L'homme qui porte mon nom est mon cousin Dmitri Orlov, un homme sans conviction véritable qui m'a toujours envié mon influence sur nos camarades. Ils lui ont offert de l'argent et la sécurité, il a accepté d'être moi, de prononcer des discours que d'autres écrivent pour lui, de fréquenter les clubs et les réunions où j'étais connu. Pendant ce temps, on m'a conduit ici, on m'a enchaîné, on m'a donné chaque jour une potion âcre qui brûle la gorge et qui laisse le cœur pesant et irrégulier. Il porta sa main à sa poitrine comme pour illustrer ses paroles, et je notai la rapidité irrégulière de son pouls. Vous ont-ils parlé de la raison exacte pour laquelle ils désirent ces documents signés de votre main? Ils disent que le mouvement doit se purifier, que les têtes brûlées comme moi compromettent l'avenir, que les gouvernements sont prêts à tolérer nos idées si nous révélons les noms de ceux qui rêvent de bombes et d'assassinats. Je ne suis pas un partisan de la violence aveugle, monsieur, mais je serai condamné avant de livrer un seul nom à ces gens. Ses yeux brillèrent d'une flamme farouche, et je compris que, malgré sa faiblesse, la volonté de cet homme restait intacte. Nous mettrons tout cela au clair au poste, mais pour l'heure, il nous faut mettre la main sur ce cousin accommodant. Il reviendra, ne serait-ce que pour constater l'effet de la dernière lettre que nous lui avons fait remettre, et aussi pour voir si son prisonnier a obéi. Laissez donc 2 de vos hommes à la porte, Lestrade, et conduisez monsieur Fanton ici, il pourra témoigner que cet homme est bien celui dont on annonçait le départ dans les journaux. Nous descendîmes prudemment Vassiliev jusqu'au bureau,
où je l'installai sur une chaise, tandis que M. Fanton, pâle comme un linge, le regardait avec stupeur. Par tous les saints, c'est bien lui, c'est le vrai monsieur Vassiliev, mais il est méconnaissable. Peu de temps après, la porte du bureau s'ouvrit de nouveau et la silhouette de Dmitri Orlov apparut, secouant la pluie de son manteau. Encore des lettres pour moi. J'ai reçu un message ce matin qui m'a surpris. Sa phrase mourut sur ses lèvres lorsqu'il aperçut, assis au milieu de la pièce, le visage ravagé de son cousin. Dmitri, te voilà donc, toi qui as pris mon nom pendant que l'on m'administrait la mort goutte à goutte. L'homme recula d'un pas, puis tenta brusquement de se précipiter vers la porte, mais les deux constables l'avaient déjà encadré. Dmitri Orlov, je vous arrête pour séquestration et tentative de meurtre par empoisonnement, et tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous ne comprendrez jamais ce qui se joue ici. Vous n'êtes que des domestiques d'un système que je voulais briser. Il est curieux de voir comme ceux qui vendent leur conscience aiment à se présenter comme des héros tragiques. Nous fûmes bientôt de retour à Baker Street, après que Vassiliev eut été confié à des médecins de confiance et que l'estrade eut emmené Orlov au poste pour l'y interroger plus à loisir. Quelques jours plus tard, l'inspecteur vint nous rendre compte de l'avancée de l'enquête. Votre intuition ne vous a pas trompé, Holmes. L'affaire dépasse de beaucoup la simple querelle familiale. Orlov a fini par parler, et nous avons découvert qu'il était en relation avec des agents d'un grand empire d'Europe orientale, lesquels lui avaient promis un refuge et une pension à vie s'il parvenait à neutraliser son cousin. Il devait prendre sa place dans les réunions, signer à sa place différentes déclarations rédigées par ces messieurs, et, une fois Vassiliev mort, hériter naturellement de son rôle dans le mouvement. Et la chambre au-dessus du bureau de poste offrait un théâtre discret pour ce drame, car qui se méfie des bruits venant d'un étage où l'on suppose qu'il n'y a plus personne. Les diplomates que nous avons convoqués se sont montrés indignés. Ils prétendent que nous nous laissons berner par les inventions d'un aventurier. Mais ils se sont bien gardés de protester trop vivement lorsque nous avons laissé entendre que l'affaire pourrait être exposée dans la presse. Vous verrez qu'elle n'y paraîtra jamais, car certaines vérités se négocient en coulisses, et l'on préfère généralement sacrifier quelques instruments usés plutôt que d'exposer des mains qui les ont manœuvrés. Et qu'adviendra-t-il de Vassiliev, maintenant qu'il a été arraché à sa prison? Il quittera le pays sous une autre identité dès qu'il sera assez fort pour voyager. Il a des amis puissants parmi les exilés, et je ne serais pas surpris qu'il reparaisse un jour sous un nom entièrement différent. Pour lui, la lutte n'est pas terminée, mais ce ne sera plus notre affaire, Watson. Notre rôle se borne à empêcher que l'on tue un homme en abusant de l'hospitalité de Londres. Après le départ de l'estrade, nous restâmes un long moment silencieux près du feu, chacun absorbé par ses pensées. Holmes, enfin, se leva et alla prendre son violon posé dans un coin. Vous voyez, Watson, que même dans le modeste cadre d'un bureau de poste, les fils de la grande politique peuvent se nouer de manière fort serrée. Pour ma part, je préfère encore les énigmes où la seule victime est la logique. Mais il est bon de rappeler à certains gouvernements que Londres n'est pas un terrain de chasse sans gardien. Il porta l'instrument à son épaule et laissa s'élever une mélodie mélancolique qui semblait exprimer à la fois la lassitude et la résolution d'un esprit accoutumé à contempler les côtés les plus sombres de l'humanité. Quant à moi, je pris des notes pour un récit que je savais ne pouvoir publier que bien des années plus tard, lorsque les passions se seraient apaisées et que les hommes compromis dans cette affaire auraient quitté la scène. Les mois passèrent, et je reçus parfois, par des voies détournées, des échos des activités de l'ancien prisonnier du bureau de poste, désormais caché sous un autre nom dans une autre ville, mais toujours fidèle aux idées pour lesquelles il avait failli mourir enchaîné. Une fois, au détour d'une conversation, Holmes me fit remarquer qu'un certain article paru dans un journal étranger portait la marque de l'esprit de Vassiliev, bien que le nom qui le signait fût inconnu. L'écriture d'un homme, Watson, ne se limite pas aux courbes de ses lettres, elle se lit aussi dans la manière dont il nous les fait et les idées. Je ne pus qu'acquiescer à cette observation, songeant à la diversité des crimes et des passions auxquels j'avais assisté aux côtés de mon ami. Ainsi se conclut, en apparence du moins, cette singulière affaire où une chambre au-dessus d'un bureau de poste devint le théâtre d'une séquestration politique et où un cousin envieux, déguisé en double, faillit livrer tout un mouvement à ses ennemis. Il m'a semblé enfin que le moment était venu de tirer ce récit de l'ombre et de l'offrir à ceux qui, aujourd'hui, prêtent encore l'oreille aux aventures de Sherlock Holmes.
Maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, je m'adresse directement à vous qui avez suivi avec patience jusqu'à la dernière scène de cette histoire du prisonnier du bureau de poste. Je vous remercie d'avoir écouté cette affaire inédite de Sherlock Holmes jusqu'à son terme. Votre attention est le plus précieux des encouragements pour un humble narrateur comme moi. Si ce récit vous a plu, je vous invite à manifester votre appréciation par un signe favorable, à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines enquêtes et à laisser un commentaire pour partager vos impressions sur l'affaire. Si vous souhaitez soutenir davantage notre travail, vous pouvez, si vous le désirez, utiliser le code QR situé en bas à droite de l'écran ou le lien figurant dans la description de la vidéo pour effectuer un don au profit de cette chaîne. Dans cette même description, vous trouverez également des liens vers d'autres œuvres appartenant à des séries tout à fait différentes qui pourront, je l'espère, nourrir votre curiosité sous des formes variées. Pour l'heure, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle aventure parmi les affaires inédites de Sherlock Holmes, en espérant avoir de nouveau le plaisir de votre compagnie.